Aviva. Radio Aviva, le Mac de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva pour une émission consacrée aujourd'hui au combat mené par une députée de l'Hérault pour une meilleure prise en charge des séquelles à la Covid-19. Cette députée, c'est Patricia Miralles. Bonjour. Bonjour. Et merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à vous de porter le sujet. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous représentez la première circonscription de l'Hérault sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et ce combat, forcément, il vous tient à cœur, puisque vous-même, vous avez été malade de la Covid-19 et on va y revenir très prochainement. Alors aussi, ma première question est une évidence. Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors je dis, je vais bien dans ma tête, parce qu'on arrive à faire de belles choses. C'est plus compliqué au niveau de mon corps qui est encore brisé par ces douleurs. En termes de motricité ? Oui, surtout au niveau des mains, des coudes, des épaules. C'est assez compliqué, voilà. Vous avez été hospitalisé 6 jours au mois de mars 2020, puis placé en isolement pendant 10 jours, je crois. Pouvez-vous nous raconter un peu comment se sont manifestées ces fameuses complications qui ont suivi l'hospitalisation ? Je me rends aux urgences un jour, le 27 février. Ça fait une dizaine de jours que je suis, je pense vers le 18 février, je suis pas très bien, je commence à avoir mal au dos. Et ce qui m'amène à aller aux urgences parce que je perds le goût, l'odorat, mais j'ai très très mal au dos. Et puis très vite, on se rend compte que j'ai une grosse pneumopathie, une charge virale assez élevée et un problème gastrique important. Donc on décide de m'hospitaliser, et heureusement, parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Je passe 48 heures terribles. Je pense que si j'étais restée à la maison, ça aurait été encore plus compliqué. Et puis je reste 7 jours en hospitalisation, 20 jours couchée, à pas pouvoir me lever. J'étais vraiment... je suis restée à la maison encore 7 jours couchée. Alors on sourit souvent avec mon mari qui a attrapé la Covid en même temps. Et nous ne nous sommes pas levés pendant 7 jours. C'était impossible pour nous de pouvoir même se mouvoir. C'était terrible. Et puis arrive le 20e jour où on vous dit allez, maintenant il faut sortir, il faut se lever. Ça a été très dur, et en même temps j'avais une très belle image. C'est que la première chose que j'ai vue quand on m'a assis dans mon jardin, c'est un papillon. Et je me suis dit la vie reprend, quoi. Pour que nos auditeurs comprennent bien, durant ces 10-12 mois qui ont fait suite à votre sortie de l'hôpital, quelles solutions vous ont été proposées pour traiter vos séquelles, puisque ça fait à peu près 10-12 mois que vous avez des complications à la suite de l'hospitalisation ? Alors je dis toujours, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, c'est d'avoir été hospitalisée. Donc quand je suis sortie d'hospitalisation, j'avais un parcours. On m'avait déjà pris les rendez-vous pour retourner voir la pneumologue, pour avoir un suivi avec l'infectiologue qui me suit toujours. Donc j'avais ce parcours, et ce qui me portait aussi. Tous les rendez-vous avaient été pris. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas été hospitalisés. Il y a même des personnes qui ont fait des formes banales de la Covid, asymptomatiques comme on appelle, et qui aujourd'hui ont souffrent de séquelles ou de Covid long. Et donc c'est là la difficulté, parce que vous êtes dans une errance médicale. Les gens ne savent pas vers qui se tourner. Et quand ils arrivaient chez leur médecin, parfois le médecin disait non, mais c'est le contexte. On n'est pas bien, on est privé de liberté. C'est dans la tête. Personne. Exactement. Alors on peut être déprimé. Je dis pas que les gens ne peuvent pas être déprimés, mais quand on souffre dans son corps et qu'on n'arrive pas à expliquer ses douleurs, eh bien il faut quand même avoir une personne en face de vous qui a lui aussi peut-être vu déjà d'autres patients pour être mieux éclairé. Et c'était cette grande difficulté. Moi, je vous dis, j'ai cette chance, même si aujourd'hui, il n'y a rien qui me soulage, parce qu'il faut encore que la recherche aille plus loin. J'ai cette chance d'être prise en charge. Et c'est pour ça que je voulais que ce texte soit porté, parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir la même prise en charge. Qu'elle soit structurée, adaptée, identique, identifiée, en fait. Qu'elle puisse s'adapter à tous les cas de figure, parce qu'ils sont multiples aussi ? Oui, parce que c'est multiforme. Vous avez des personnes qui vont souffrir de problèmes cognitifs, des personnes qui vont souffrir des problèmes cardiaques,
neurologiques, des problèmes psychologiques, parce qu'il y aura un syndrome post-Covid qui n'est pas à négliger, articulaire, inflammatoire. Voilà. Il y a tellement... Je crois qu'ils ont noté 57 symptômes. C'est colossal. Voilà. Alors après, il y a peut-être des symptômes qu'on peut déjà éliminer parce qu'il y a des choses qu'on connaît. Moi, j'ai beaucoup souffert d'insomnie. Bon, l'insomnie, c'est connu. On peut régler les problèmes d'insomnie. Le Covid long, c'est aussi des symptômes que l'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas. Patricia Miralles, dans la suite de l'émission, on va entrer dans le détail de cette résolution que vous avez mentionnée, que vous avez portée avec un autre député de la majorité. Ce sera juste après une première pause musicale. À tout de suite sur Radio Aviva. Aviva! De retour dans le MAC de la Rédac consacré à la prise en charge des complications dues à la Covid-19. Une résolution en ce sens vient tout récemment d'être adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et elle est portée par notre invitée du jour, la députée LREM de l'Hérault, Patricia Miralles. Alors dans la première partie, on est revenu avec vous sur la maladie qui vous a touché personnellement en mars 2020 et plus particulièrement sur les séquelles qui ont suivi. À quel moment précisément avez-vous décidé de rédiger cette proposition de résolution aux côtés de Julien Borowczyk, député de la Loire? Quand j'ai commencé à faire des examens, je me suis rendu compte que ça avait un coût, ça générait des dépenses. Alors évidemment, c'est pas pour moi parce que je suis bien assurée. Mais je me suis dit, si une personne n'est pas bien assurée, si une personne n'a pas de mutuelle, à un certain moment, il faut faire des choix. Ou vous faites les courses, ou vous vous faites soigner. Et je me suis dit, en France, c'est pas possible. On a un système de santé qui ne peut pas laisser des personnes sur le bord de la route, alors que cette pandémie affecte tellement de Français, et c'est une pandémie mondiale. J'ai commencé à travailler pour que toutes ces personnes puissent avoir une reconnaissance en affection de longue durée. Et ça, c'était ma première proposition, c'était une proposition de loi. En travaillant avec la Sécurité sociale, l'ARS, la Haute Autorité de Santé, le ministère de la Santé, en fait, j'ai compris que l'affection de longue durée, ce n'était pas du législatif. C'est les professionnels de santé qui décident, en fonction de plusieurs critères, de mettre ou pas une maladie en longue durée. Exemple, avec le diabète, le cancer, ce sont des affections longue durée? Exactement. Je rappelle d'ailleurs que la fibromyalgie, qui est une pathologie connue, une maladie connue, n'est toujours pas prise en ALD. Vous voyez, c'est pas si facile de rentrer dans une ALD. Et donc, je me suis dit, alors comment on peut porter le sujet pour que toutes ces personnes ne soient plus seules? J'avais beaucoup de témoignages de personnes qui me disaient « Madame Miralles, il faut que vous portiez les choses avec nous, vous êtes législateur ». Et donc, j'ai mieux travaillé avec le ministère de la Santé. Le ministre des Solidarités et de la Santé a fait en sorte que je puisse travailler avec son ministère. Et on a souhaité porter cette proposition de résolution qui est une première pierre. Et le premier message que je recevais, c'était qu'on mette un nom, qu'on identifie cette nouvelle maladie et qui est le Covid long, parce que ces deux mots sont reconnus en fait aujourd'hui dans le monde entier. Donc c'était important qu'on change pas ces deux mots-là. Et aujourd'hui, les gens disent bon, je souffre d'un Covid long. On a posé les choses. On était là sur cette proposition de loi, on était au mois de novembre 2020, c'est bien cela? Voilà, j'ai démarré en novembre les premières réunions. On a retravaillé le texte entre Noël et Jour de l'An. Ça prend du temps parce qu'on a fait vérifier aussi que le texte puisse ne pas être retoqué constitutionnellement. Donc on a bien bordé les choses de façon à ce qu'on puisse le voter et qu'on ne nous reproche pas après de ne pas l'avoir écrit comme il fallait. Alors avant de détailler le contenu, bien sûr, de cette résolution, quelle différence y a-t-il concrètement entre une proposition de loi et une proposition de résolution parlementaire? Alors, une proposition de loi, vous faites une proposition donc, de loi. Les députés peuvent amender, poser des amendements pour améliorer ou retirer des choses qui sont dans la loi. Une proposition de résolution, c'est le meilleur exercice d'un député finalement, puisque c'est une initiative législative. L'initiative législative, c'est la PPR. Donc, vous posez un texte en demandant des actions au gouvernement. Et ensuite, c'est la première pierre.
Et ensuite, le deuxième temps du député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est ce que je vais faire maintenant dans les mois à venir, c'est de regarder comment le gouvernement, les ministères vont pouvoir travailler sur ce qui est écrit dans le texte. Alors venons-en en fait. Patricia Mirallès, cette résolution adoptée, je le rappelle, à l'unanimité le 17 février dernier à l'Assemblée nationale, que contient-elle précisément et que pouvons-nous en attendre ? Très rapidement, 3 points. Le premier, c'est fait, c'est la reconnaissance de cette nouvelle maladie en ces termes Covid long. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire « je souffre d'un Covid long ». Deuxième point, c'est la maladie professionnelle. Il y a un décret qui est sorti au mois de septembre qui permettait aux soignants, essentiellement, de pouvoir bénéficier de la maladie professionnelle dès lors qu'ils avaient été hospitalisés en réanimation ou en oxygénation. On sait qu'il y a des soignants, des patients qui n'ont pas eu ni de test PCR, ni d'hospitalisation et qui, aujourd'hui, souffrent de Covid long. On a besoin de reprendre tout ce travail de la maladie, de la reconnaissance de la maladie professionnelle et peut-être, ce que j'attends aussi du ministère de la Santé, avec la sécurité sociale, c'est de pouvoir mettre une prévention santé pour permettre peut-être des mi-temps thérapeutiques, une reprise du travail avec un salaire à 100%, parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas payées à 100%, alors qu'elles sauvaient nos vies au mois de mars et encore. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, c'est la maladie professionnelle, comment on peut avancer. Et le troisième point, qui est essentiel pour pouvoir guérir ou au moins être soulagé, c'est la recherche. Patricia Mirallès, on le sait en plus que ça vous tenait à cœur de rendre hommage à ces soignants, vous l'avez rappelé dans cette première partie. Dans la dernière partie, cette fois, on va s'intéresser à l'après, ce que cette étape doit apporter aux victimes de Covid long. Ce sera dans quelques instants, après une seconde pause musicale. Merci d'écouter le 88 FM. Aviva! Troisième et dernière partie de cette émission consacrée aux effets à long terme du Covid. Le 17 février dernier, je rappelle que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une résolution permettant de reconnaître l'existence du Covid long. Et notre invitée en est la co-autrice, la députée de la première circonscription de l'Hérault, Patricia Mirallès. Alors on l'a évoqué dans la première partie, ce sentiment pour les victimes de complications d'être démunies, voire mises de côté. C'est aussi dans une logique de reconnaissance des malades qu'a été votée cette résolution. Oui, je pense que depuis le début, je travaille avec d'autres collègues qui ne sont pas forcément de la majorité et à qui j'expliquais c'est un sujet qui est transpartisan. On est capable de mettre de l'argent sur un plan de relance, s'accorder, pas s'accorder, essayer d'aider les entreprises, des chefs d'entreprise qui sont en détresse, de reprendre plusieurs PLF ou PLFSS, les budgets de la France. Et à quel moment on s'occupe de l'humain? Si on est capable de faire tout ça pour être prêt, le plus près possible, quand on sortira de cette pandémie, mais il faut aussi que les Français soient en bonne santé. Et on parle peut-être de 300 000 personnes aujourd'hui. Comment fait-on pour que ces personnes-là aient envie de reprendre vie? Parce que je pense que cette pandémie nous empêche aussi de vivre comme nous l'entendions avant. Et quand vous êtes malade, c'est encore plus difficile. Et donc, il fallait qu'on puisse reprendre vie. Et j'ai expliqué ça au groupe politique. Et je pense que ça a été entendu. C'est pour ça qu'on a eu un vote à l'unanimité. La logique transpartisane que vous évoquiez. Alors un mot, Patricia Mirallès, sur le point de vue des médecins aussi et des praticiens. Ils passent parfois à côté des symptômes de ce qu'on appelle désormais le Covid long. Comment les aider, eux aussi, avec cette résolution de loi, à identifier rigoureusement ces symptômes? Alors, c'est pas par la proposition de résolution, c'est par un travail qu'on a mené avant avec le ministère de la Santé, en novembre, où j'avais proposé à ce que tous les médecins puissent avoir la même information. Parce que vous pouvez être dans une grande ville, avoir des tas d'informations. Quand on est dans le rural, parfois c'est compliqué. Il y en a qui n'ont même pas Internet. Et j'ai proposé que des professionnels fassent des fiches. Donc il y a des fiches qui ont été proposées et qui ont été données, je crois, mardi à tous les médecins, qui ont été établies par des médecins, mais aussi par les associations, comme l'association Après Givin,
et qui a permis aussi, c'est un premier pas. Il y a des choses qui sont pas encore, je trouve, assez affinées, mais c'est un vrai premier pas, et ça va permettre surtout de mieux identifier quelqu'un qui arrive avec des symptômes qu'on ne connaît pas, de façon à ce qu'on lui fasse passer des examens plus précis, pour ne pas faire n'importe quel examen. Moi, si on m'avait fait faire pour mes mains des radios, d'abord j'aurais été irradiée, et la radio, c'est cassé, pas cassé. Donc ça ne servait à rien, et ça coûte de l'argent. C'est aussi ça ce que l'on veut, c'est aller plus vite dans la reconnaissance de la maladie. C'est-à-dire que concrètement, cette fiche, elle répertorie les symptômes différents que peuvent rencontrer un praticien lorsqu'il expertise un malade, et c'est ça qui lui permet d'avoir plus de clés pour identifier un éventuel Covid long. Oui, ça fait 10 pages quand même. Hein, il y a de quoi lire. Il y a de quoi, mais il y a surtout, quand vous avez un symptôme, à côté, vous avez la possibilité de dire ce symptôme, il correspond à tel ou tel examen. Et donc, les médecins vont pouvoir aussi ajuster. Et puis, après, moi, je suis pas médecin, c'est ce que je dis toujours, mais ils connaissent leurs patients. Et ils savent très bien, quand le patient se plaint de quelque chose, ils sont en capacité de dire oui, c'est du concret. Et en plus, s'ils l'ont sur leur fiche, ils arriveront plus vite à aiguiller, en fait. C'est ça, c'était aiguiller les professionnels de santé pour reconnaître cette nouvelle maladie. Un mot, je rebondis sur ce chiffre que vous avez mentionné il y a quelques instants. 300 000, c'est le nombre de patients qui ont eu le Covid, qui sont encore touchés par des effets à long terme, c'est bien cela ? En fait, on n'a pas vraiment de vrais chiffres. Souvent, on prend des chiffres que l'on a de nos amis anglais, parce qu'en France, tant qu'on n'aura pas fait de cohorte, et on annonce des chiffres, ça peut être entre 10 et 30% des personnes qui ont été atteintes de la Covid. On dit c'est entre 3 sur 4 patients hospitalisés. On n'a pas vraiment de chiffres. Et moi, je crois que c'est ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait de vrais chiffres. Pour mesurer l'étendue du problème. Pour mesurer l'étendue du problème, et aussi pour dire, parce qu'il y a des personnes pour lesquelles les choses s'améliorent un peu. Et c'est ça aussi, c'est qu'on reprend vie. On peut le dire quand il y a des choses qui vont mieux. On n'est pas obligé de garder 57 symptômes. Si on en a déjà 1 ou 2, c'est pas mal. Alors ma dernière question, Patricia Mirles, que peut-on souhaiter à tous ces patients atteints du Covid long, et par conséquent, que peut-on vous souhaiter pour la suite ? Alors moi je dis, j'ai posé la première pierre. C'est beau quand on pose des premières pierres, des fois on coupe des rubans, c'est magnifique. Mais après il faut tout bâtir. Exactement. Et donc moi je vais m'atteler à regarder l'évolution des choses. Je vais continuer à recevoir des patients, à m'intéresser, parce que on n'en a pas parlé. Mais je crois que c'est important d'en parler. On a les Covid pédiatriques, le Covid chez l'enfant. C'est des enfants qui sont aujourd'hui déscolarisés presque depuis 1 an. Je crois qu'il faut aussi qu'on s'en préoccupe, parce que ce syndrome post-traumatique, il va falloir qu'on s'en préoccupe maintenant. Voilà, c'est me dire, j'ai juste posé la première pierre, et jusqu'à la fin de mon mandat, je continuerai à regarder ce qui se passe. Et puis peut-être, on a d'autres idées, peut-être il y aura une proposition de loi pour d'autres choses, pour avancer sur de la technique plutôt, voilà. On aura plaisir à vous retrouver à ce moment-là. Avec grand plaisir. Patricia Mirales, je rappelle que vous êtes députée de la première circonscription de l'Hérault. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite un bon rétablissement, surtout. Merci, et merci surtout de porter ce sujet qui est primordial pour toutes les personnes qui souffrent. C'est normal. Merci. C'est ainsi que se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite sur les ondes de Radio Aviva. Aviva! C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.